plaisir d'accueillir à présent Fabien Landais de Miel. Vous êtes instructeur et ingénieur avant-vente sécurité et faites-vous représenter aussi Beyond Trust, qui est un des fournisseurs de Miel. On va peut-être préciser le métier de Miel. Absolument. Bonjour à tous. L'objectif donc de cette présentation en tant que société Miel, on représente la société Beyond Trust, ça va être de parler de la sécurisation des identités et des accès sur différents aspects, et principalement en fait l'idée de cette présentation, c'est de vous proposer notre cas d'usage qu'on a ensuite pu proposer à nos clients et partenaires. Déjà, une première chose que je voulais partager avec vous, c'était au niveau l'élément déclencheur chez nous de cette sécurisation des identités et des accès. Ces deux chiffres qui nous ont fait réfléchir, en fait, deux chiffres qui représentaient des informations sur la sécurité. Premier chiffre, 80% des brèches de sécurité impliquaient des comptes à privilèges. Donc ça nous a clairement fait identifier que ces comptes à privilèges étaient un vrai sujet en tant que tel. Et deuxième chiffre, c'est que 77% des vulnérabilités critiques de Microsoft auraient pu être évitées, contournées, mitigées, simplement en supprimant les privilèges administrateurs des utilisateurs sur leur poste, parce qu'il y en avait encore qui traînaient chez nous et chez beaucoup d'autres. Donc de gros enjeux en cybersécurité. Beaucoup d'enjeux en effet, et surtout donc ces deux chiffres-là, ils nous ont fait réfléchir de manière un peu plus globale, et donc il y a tout un tas de mots-clés qui sont venus à nous, qui nous ont fait étendre un petit peu notre scope. Le contrôle des accès des tiers mainteneurs, de nos prestataires, protéger ces fameux comptes à privilèges, donc des notions de coffre-fort pour les logins et les mots de passe des comptes à privilèges, supprimer ces fameux privilèges administrateurs locaux sur les postes utilisateurs. Et puis même un peu plus largement, on va dire, la notion de zéro trust qu'on entend aujourd'hui un petit peu partout. Le zéro trust, c'est pas un produit, c'est une initiative, c'est une manière, c'est une approche de faire. Et donc, on a voulu s'inscrire aussi dans cette démarche-là. Dans la méthode zéro trust, donc. Alors, quel est l'effectif, les utilisateurs, les métiers qui sont concernés ? Alors c'est intéressant justement pour que vous sachiez un petit peu d'où on vient et quels sont nos enjeux. Alors déjà la société Miel, c'est une petite structure, finalement, 65 collaborateurs, malgré tout un chiffre d'affaires sur 2022 de plus de 120 millions d'euros, donc beaucoup de transactions derrière. Notre métier, c'est la distribution à valeur ajoutée, ce qui signifie qu'on importe des technologies du monde entier, principalement des États-Unis, mais malgré tout du monde entier si on regarde notre portfolio complet qui adresse une trentaine de solutions. Et l'objectif, c'est de distribuer ces solutions-là sur le territoire français au travers d'un réseau de partenaires formés, certifiés, qu'on entretient et qu'on active sur ces différentes solutions. Dans nos métiers aussi, et dans l'équipe dont je fais partie, c'est la partie support technique et la partie formation. Et donc on propose un service de support et de formation à l'ensemble de nos partenaires et de nos clients. Et donc dans cet axe-là, il y a aussi de larges enjeux qui se présentaient à nous et sur lesquels on devait pouvoir répondre. Justement, ces enjeux, en fait, on les a un petit peu catégorisés et on les a représentés dans trois grandes catégories. Le sujet, c'est la cybersécurité, vous l'avez compris. Donc le premier de nos enjeux, c'était la sécurité. Et nos enjeux, personnellement, mais je pense que la plupart se reconnaîtront dans ces mots-là, c'est on a une population très nomade, des postes qui sont sur différents réseaux, différents types de connectivité, des postes qu'on ne voit pas tous les jours, entre guillemets, d'un point de vue connecté à notre SI. Donc aussi des permissions qu'on donnait un peu trop largement, parce qu'on a aussi une population fortement technique. Et donc, pour que les gens travaillent, finalement, on avait cette vocation à dire on va les laisser travailler. Et pour les laisser travailler, c'est souvent quelque chose qui va à contrario de la sécurité. On a souvent tendance, la sécurité, c'est d'un côté de la barre et la productivité de l'autre, et on ne sait pas trop où placer le curseur. C'est l'accès à perpétuité ou jamais, en fait. C'est ça, c'est un petit peu compliqué ensuite à gérer dans le temps. Ouais. On avait des choses en place, comme tout à chacun, j'imagine, des VPN, mais finalement, qui se connectent, quand est-ce qu'ils se connectent, qu'est-ce qu'ils y font. On avait zéro visibilité, on était plutôt aveugle sur ces accès-là, même s'ils avaient beau exister. Et puis, dans nos métiers de support, justement, on s'est rendu compte que on n'était pas bon, finalement. Pourquoi ? Parce que dans ce support, on laissait nos équipes, nos techniciens, utiliser les outils qu'ils voulaient, ou plus exactement que les clients en face ou les partenaires leur imposaient. Et donc on n'était pas structuré, on n'avait pas de process, on n'avait pas de gestion fine pour être productif, mais en même temps pour être sécurisé dans cette approche-là. Donc de l'IAM, on a vu, les gestions des accès et des gestion identités. des accès, des identités qui étaient dans nos enjeux. Le deuxième aspect, et j'ai déjà commencé à en parler, c'est la productivité.
Parce que très rapidement, on a eu la direction qui nous a dit la sécurité c'est bien, vous pouvez mettre tous les outils que vous voulez. Maintenant, il y a un moment, il faut que les gens travaillent. Il faut qu'ils soient productifs, où qu'ils soient, quel que soit le poste. Et donc ça, il fallait adresser ces sujets de productivité. Donc trouver ce fameux équilibre du curseur entre comment je sécurise au mieux, mais en même temps comment je permets aux utilisateurs de travailler, avec les contraintes que j'ai déjà pu citer, des outils de support qui étaient anarchiques, avec le fait que beaucoup de populations chez nous étaient administrateurs de leur poste pour des questions de souplesse, de flexibilité, avec des accès tiers mainteneurs et prestataires qui pouvaient se connecter chez nous de manière un peu anarchique aussi, c'est-à-dire contrôler un VPN, mais finalement qu'est-ce qu'ils y faisaient, on ne savait pas exactement, et puis une fois qu'on leur avait donné un login et un mot de passe, qu'est-ce qu'ils en faisaient, à qui ils le donnaient, où est-ce qu'ils le stockaient, quand est-ce qu'on pouvait le faire tourner, finalement jamais, parce qu'on en avait perdu le contrôle. Et troisième axe, troisième enjeu qui nous a été là pour le coup imposé, c'est la conformité. On ne voulait pas être le cordonnier le plus mal chaussé. On est un distributeur de cybersécurité. On a souvent tendance à dire finalement ce qui est bon pour les autres, moi je ne vais pas forcément me l'imposer. On se rend compte que ce n'est pas une bonne démarche, et la bonne démarche c'est d'essayer de s'imposer presque plus de contraintes que celles qu'on va demander à nos clients. Et dans cette contrainte, il y a les réglementations, il y a la conformité, d'adresser nos données, d'adresser nos accès, d'avoir de la visibilité et de pouvoir prouver à nos clients, à nos partenaires, que le travail qu'on réalise est un travail de qualité, qui est audité et qui est sécurisé de bout en bout. Donc ça suppose un certain nombre d'étapes. Vous avez parlé de la formation. Il fallait déjà se former aux outils Beyond Trust, donc. Alors il a fallu se former bien sûr, mais on a plutôt acquis les choses de manière assez native, parce que c'est des produits qui étaient assez intuitifs en soi, et puis surtout on a essayé d'adresser les sujets, pas tout en même temps, on n'a pas tout mélangé, on a essayé d'adresser les sujets par niveau de criticité, ou en tout cas ce qui nous semblait peut-être le plus simple à adresser. Le premier des sujets, je l'ai dit, on est centre de support, et le support pour nous c'est vraiment vital, ça fait partie des valeurs ajoutées qu'on cherche à apporter. Et donc, on a d'abord voulu adresser ce sujet du support au travers d'un produit donc, de chez Beyond Trust. Ce produit, il s'appelle Remote Support. Et ce produit, il nous a adressé donc, nos trois grands cas d'usage, sécurité, conformité et productivité. Parce que, il nous a permis d'avoir un outil qui soit sécurisé by design, comme on dit. Donc, c'est du déploiement on-premise ou cloud suivant comment on voulait consommer le service. Dans notre cas, on l'a préféré internaliser en on-premise avec des données qui sont chiffrées de bout en bout, avec la suppression totale des notions de VPN, mais pour autant avec de la sécurisation de bout en bout, de la visibilité de bout en bout, traçabilité. On est capable de savoir quel technicien a fourni quel niveau de support, à qui, pendant combien de temps, quelles sont les actions qui ont été menées. On est capable de les intégrer dans nos outils de ticketing. On est aussi capable d'aider nos équipes de techniciens, parce qu'ils n'ont plus qu'un seul outil. Un outil qui est riche en fonctionnalités, qui permet de prendre la main sur n'importe quel type de poste, sur n'importe quel type de réseau, aussi bien des gens de l'interne que des gens de l'externe. Donc ça nous a vraiment donné de la maturité, en fait, avant tout productivité, au sens d'un des métiers qui nous était cher, c'était le support. Et puis cette brique-là, elle nous a ouvert des portes en fait en termes de réflexion, parce que les utilisateurs du support, finalement, c'est des utilisateurs privilégiés. Quand ils faisaient de la maintenance sur nos postes chez nous, ils connaissaient des logins, ils connaissaient des mots de passe, ils pouvaient faire beaucoup de choses qu'un utilisateur lambda pouvait lui pas forcément. Justement, il a fallu adapter l'infrastructure existante en place. Alors, il a fallu la repenser au sens plutôt logique que technique. Techniquement, le socle était là. Logiquement, c'était plutôt des usages aux utilisateurs, des nouvelles formations, justement, des nouveaux canevas pour englober les outils. Ouais. Mais ça s'est plutôt fait de manière propre, et surtout là où on l'a vraiment ressenti, c'est sur l'étape 2 qu'on s'était fixé. L'étape 2, c'était cette fameuse initiative Zero Trust. Trop de postes avec trop de privilèges pour trop d'utilisateurs. Et donc l'objectif, ça a été de dire plus personne, je veux plus personne administrateur local de sa machine, mais pour autant, je dois pouvoir leur fournir la flexibilité adéquate à leur métier. Et comment on a fait ça ? On a fait ça avec un second produit de la gamme Beyond Trust qui s'appelle Endpoint Privilege Management, qui nous a apporté exactement cette flexibilité-là. C'est-à-dire plus personne admin, et je suis un plutôt bon exemple, je pense, dans ce cas-là, parce que faisant partie de l'équipe technique, j'étais l'un de ceux qui possédaient le plus de privilèges sur son poste. Du jour au lendemain, ces privilèges m'ont été enlevés.
au sens administrateur. Je frustration. n'étais plus administrateur. Alors, premièrement, sans frustration, mais même avec un vrai retour. Et ça, c'est pas moi là qui le dis, c'est vraiment tous nos utilisateurs qui nous l'ont partagé. C'est une réelle meilleure productivité. Parce que finalement, les gens qui étaient administrateurs, ils pouvaient tout faire et n'importe Reconfigure quoi. en permanence. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges, on va dire, entre l'IT et l'utilisateur. Il y avait trop de choses qui traînaient. Finalement, toutes ces choses qui viennent à être modifiées altèrent la capacité et la performance du poste et du travail. Et donc, on s'est rendu compte que finalement, brider l'utilisateur globalement, mais lui offrir les outils de flexibilité pour ses applications métiers, pour les ressources dont il avait besoin, c'était très bien vu Bonne par pratique. les équipes sécu et par les utilisateurs eux-mêmes. Et toujours le traitement de nos trois cas d'usage avec de la visibilité. Maintenant, on a une complète vision de la cartographie applicative sur nos postes de travail. Donc, on sait exactement qui utilise quoi, quand, combien de fois. Et donc, on a vraiment une très bonne traçabilité sur l'ensemble de notre parc. Donc ça veut dire qu'un prestataire aussi, il a des droits d'accès maintenant. Et alors ça a été limité. justement la troisième étape. On a un peu travaillé presque à l'inverse, je dirais, des clients qu'on rencontre aujourd'hui, parce que très souvent ça commence par là, parce qu'on a d'abord peur de ceux qu'il y a dehors plutôt que de ceux qu'il y a dedans. Ceux qu'il y a dehors, c'est les tiers mainteneurs, les prestataires de services à qui on donne des clés, à qui on donne des accès, parce qu'on a besoin d'eux, parce qu'ils doivent travailler pour nous, parce qu'on attend d'eux de la productivité, mais malgré tout, une fois qu'on a donné les clés, on en perd le contrôle total. Et donc, on n'est pas une grande société, donc on n'a pas un très large nombre de prestataires, mais malgré tout, ça nous semblait important de répondre avec ces cas-là. Surtout que ce produit, il était une extension du produit de support qu'on avait mis avant, donc pour l'appréhender, ça nous a pris quelques jours à peine. Et grâce à ça, aujourd'hui, tous nos prestataires peuvent se connecter, mais ils sont tracés. Donc, on a des vidéos complètes de ce qui est réalisé. On n'a plus besoin du tout de leur donner de login et de mot de passe parce que tout est protégé dans des coffres-forts. Ils ont un accès qui est universel. Je n'ai pas besoin de connaître leur poste. Je n'ai pas besoin de leur donner un VPN. Je n'ai pas besoin de savoir d'où ils se connectent. Finalement, on a banalisé, universalisé l'accès. Tout ça sans VPN, mais avec une traçabilité complète de bout en bout. Et en termes de règles sociales, est-ce qu'il y a eu des choses à mettre en place avec les DRH, par exemple, pour informer les salariés? La notion d'enregistrement, en effet, elle fait se poser des questions. Pour l'interne, ça a été relativement simple, ça a été des notes qui ont été précisées. Pour les externes, en fait, ils ont toujours des informations qu'ils doivent valider en amont pour dire que oui, ils acceptent cet enregistrement de session, mais qui, in fine, est une protection de tout le monde, de protéger ce qui est réalisé par le prestataire, de protéger ses actions, de prouver qu'il a bien agi, et en même temps, pour nous, d'avoir cette notion d'audit et de conformité. On peut peut-être prendre les questions du public, s'il y en a, j'imagine. Oui, il y en a au deuxième rang. Bonjour. Bonjour. Donc j'ai une petite question. Alors c'est super d'avoir plus d'administrateurs locaux. C'est une très belle réduction du risque et félicitations pour ça. Quels ont été les impacts en termes de charges humaines sur les analyses qui ont dû être mises à disposition pour pouvoir fournir le service de quelque chose étudié, vu avant de déployer sur un poste, pour pouvoir garder justement cette flexibilité et pas avoir cette fermeture restrictive qui apparemment n'est pas ressentie. Comment on fait? Combien ça génère? Alors, c'est une très bonne question parce que ça fait partie des points qui nous sont tout de suite remontés. C'est la charge de travail qui va être impactée par ce type d'outil, justement. Faut savoir que l'outil, en fait, il arrive préconfiguré à grosso modo 80%. C'est d'ailleurs ce qui nous a fait choisir Beyond Trust, nous. C'est qu'en fait, il y a déjà des templates. Ces templates, ils vont cadrer avec typiquement toutes les applications qui sont présentes dans un Windows ou dans un Mac, toutes les applications que vous pouvez télédistribuer avec vos outils, tous les applicatifs qui sont installés par les personnes de confiance. Toutes celles-ci, elles vont être automatiquement validées, pas forcément élevées en privilège, mais en tout cas validées pour au moins un usage transparent. La solution, et c'est la vérité de l'implémentation, elle a été active au jour 1. Au jour 1, on a supprimé les privilèges utilisateurs, mais on était dans un mode qu'on appelle de flexibilité très haute,
C'est-à-dire qu'en fait, on ne bloquait rien, on laissait tout passer et en fait, on challengeait l'utilisateur en lui demandant est-ce que c'est bien toi qui demande ce privilège pour cette application. Donc il avait des petits pop-up qu'on peut customiser, etc., qui lui étaient présentés. Ça a été plutôt bien vécu. Donc les profils se sont affinés au fur du temps. Exactement. Et en fait, on a fonctionné par vague de politique. Et en fait, on a descendu et on a durci notre politique. Donc on est parti d'une très haute flexibilité pour redescendre en termes de flexibilité parce qu'on s'est rendu compte que finalement, on n'avait pas besoin de cette haute flexibilité et d'apporter des privilèges à tout à chacun dans tous les cas de figure. Donc ça s'est fait très simplement. Juste devant vous, monsieur. Merci. Oui, j'avais une question concernant la gestion des tiers mainteneurs avec le coffre-fort. Comment ça marche concrètement ? Alors le coffre-fort, il est embarqué dans la solution directement. Ce coffre-fort, il est à multifacettes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un coffre-fort personnel pour l'utilisateur où il va renseigner des credentials qu'il connaît. C'est pas trop orienté tiers mainteneur dans ce cas-là, plutôt pour les internes. Pour les externes, en fait, c'est soit l'administrateur qui vient renseigner les credentials et il les donne à l'usage, c'est-à-dire à la consommation, à l'injection, sans que le tiers mainteneur soit capable de le voir. Il les donne à la consommation au tiers mainteneur. Et on est même capable d'aller plus loin. Alors, on ne l'a pas poussé, nous, pour tous les comptes, mais certains sont gérés comme ça. C'est que le coffre a aussi capacité à gérer le cycle de vie, c'est-à-dire à faire tourner les mots de passe automatiquement pour en gérer la complexité, la fréquence de rotation, etc. Comme l'outil de Bastion qui inclut le coffre-fort, en fait, est un gestionnaire de session. Grosso modo, le tiers mainteneur, il se connecte, il voit les machines sur lesquelles il est éligible à se connecter. Il clique dessus et le coffre-fort se réveille pour lui en lui proposant les credentials qui sont adéquate à qui il est et à la machine vers laquelle il cherche à se connecter. Merci beaucoup Fabien, on a dépassé notre temps, mais vous pouvez poser.